Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Dans cette vidéo, nous allons parler de la hernie discale cervicale. Nous allons voir ensemble pourquoi il y a apparition de la hernie au niveau de nos disques cervicaux. Puis, une fois bien compris le mode d'apparition de la hernie, nous aborderons les exercices pour soigner au mieux cette hernie discale. Juste un petit rappel anatomique avant de commencer. Notre cou est composé de 7 vertèbres cervicales. Entre chaque vertèbre, il y a la présence d'un disque intervertébral qui permet d'amortir les contraintes et d'assurer une bonne mobilité articulaire. L'intégrité de ces disques est importante pour d'une part assurer un bon mouvement de la tête, mais également pour préserver au mieux la liberté des nerfs qui émergent des vertèbres. Tout d'abord, c'est quoi la hernie discale cervicale? La hernie se traduit par un bombement plus ou moins important du disque vertébral qui va dans certains cas entraîner la compression de la racine nerveuse se situant à proximité. Il en résulte des douleurs locales au niveau cervical pouvant irradier dans le membre supérieur. C'est ce que l'on appelle la névralgie cervico-brachiale. Les douleurs et l'irradiation neurologique sont bien entendu différentes en fonction du niveau de compression discale. Pourquoi a-t-on une hernie discale? Il y a deux grandes causes mécaniques responsables de la hernie discale. La première est la compression, occasionnée principalement par le phénomène de pesanteur. C'est une force qui tend à écraser les disques sous le propre poids de la tête. Ensuite, il y a les contraintes néfastes exercées par les mouvements. Elles sont occasionnées par la flexion cervicale répétée et également par les mauvaises postures. Nous parlons des postures en flexion également, souvent rencontrées devant un ordinateur, sur un smartphone et dans de nombreuses activités de la vie quotidienne. Ces mauvaises postures entraînent une perte de la courbure normale cervicale, ce qui a pour conséquence une mauvaise répartition des contraintes exercées sur le disque intervertébral. Il en résulte un excès de pression de la partie avant du disque. La partie postérieure devient fragile et vulnérable avec un risque accru d'apparition de hernie discale. Maintenant que vous avez bien compris comment et pourquoi apparaît une hernie discale, nous allons voir ensemble comment faire pour soigner efficacement cette hernie. Afin de contrer les effets de la flexion néfaste, il va falloir effectuer de l'extension cervicale pour favoriser la résorption de la hernie. Puis, pour soulager la surpression discale, nous allons pouvoir effectuer des tractions cervicales vertébrales. Avant de commencer les exercices pratiques, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Tout d'abord, commençons par l'extension vertébrale cervicale et comprenons l'importance de ce mouvement. La totalité des hernies cervicales se situe à l'arrière du disque. Cela est dû au mouvement de flexion prédominant ainsi qu'à la composition même du disque qui est plus fragile en arrière qu'en avant. D'un point de vue mécanique, comme nous l'avons abordé précédemment, la flexion va favoriser l'apparition de la hernie discale. En effet, ce mouvement va entraîner une migration du noyau discal vers l'arrière, ce qui a pour conséquence de majorer la hernie discale. L'extension va, elle, aller dans le sens
de la résorption de cette dernière. En effet, le mouvement discal va plutôt s'effectuer vers l'avant, entraînant la hernie à l'intérieur du disque vertébral. J'entends déjà les personnes sceptiques me dire que la résorption discale n'est pas possible. Certes, elle ne s'applique pas à toutes les hernies discales, mais l'imagerie dynamique met bien en évidence un phénomène de résorption sur le mouvement d'extension. Sur les IRM dynamiques, on peut constater, dans certains cas, une résorption sur le mouvement d'extension, tandis que le mouvement de flexion va lui favoriser la proéminence de la hernie discale. D'une façon générale, mais non systématique, l'extension entraîne la résorption de la hernie et la flexion aggrave cette dernière. En pratique, vous pouvez débuter par des extensions légères avec juste une serviette dans le creux cervical afin de redonner la bonne courbure vertébrale. Restez quelques minutes dans cette posture qui ne doit pas être douloureuse. Adaptez la hauteur en fonction de votre ressenti et de votre morphologie. Ensuite, vous pouvez passer à l'extension dynamique. Elle se déroule en deux phases. Durant la première partie du mouvement, veillez à bien rentrer le menton vers l'arrière, puis ensuite effectuer une extension complète et totale cervicale. Veillez à ne pas perdre votre double menton durant la totalité de l'extension. Ce mouvement ne doit surtout pas provoquer d'irradiation douloureuse dans les bras. Réalisez quelques répétitions au début et si vous avez une amélioration de vos symptômes, passez ensuite à 3 séries de 20 mouvements. En progression, seulement si l'exercice précédent a été concluant et avec l'avis de votre thérapeute, vous pouvez effectuer les extensions en position allongée. Elles sont plus intéressantes car elles s'accompagnent d'une détente musculaire totale. Le mouvement est réalisé dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire d'abord un double menton qui va être conservé durant toute la totalité de l'exercice, puis ensuite une extension complète cervicale. Il ne doit pas y avoir de douleur. Vous pouvez alors réaliser des répétitions, 3 séries de 20 mouvements, ou alors effectuer des postures en extension complète. Par exemple, un maintien d'1 minute est déjà bien. Après l'extension cervicale, il y a les tractions vertébrales. Leur effet en termes de résorption est discutable. En revanche, elles entraînent une réelle décompression discale et un effet antalgique. Les zones de hernie sont des zones de compression où les contraintes sont anormalement élevées. L'objectif des tractions va être d'entraîner une décompression cervicale par traction dans l'axe. Passons aux exercices pratiques. Peu importe la technique et le matériel utilisé, le principe reste le même. À l'aide d'une force externe, nous allons tracter la tête et les cervicales vers le haut, de façon à avoir une force antigravitaire. L'exercice le plus simple reprend la technique précédente en extension assise ou debout, à laquelle nous allons ajouter une traction à l'aide d'une serviette. Ajustez une traction stable et permanente durant toute la réalisation du mouvement en fonction de votre ressenti.
De la même façon, vous pouvez réaliser cette traction en extension dans la position allongée. Enfin, il y a tous les dispositifs de traction mécanique. Ils sont très nombreux et très variables. Il y a les plus performants qui sont professionnels. Il y a également les colliers qui restent un bon compromis efficacité-prix. Je vous mets des recommandations dans la description de la vidéo. Le principe reste à chaque fois le même, entraîner une traction-décompression du rachis cervical. Une fois la décompression atteinte, restez quelques minutes. Le collier est souvent agréable à porter, l'effet est quasi immédiat, tout comme la sensation antalgique qu'il occasionne. La traction est provoquée grâce à un système à air comprimé que l'on ajuste grâce à une petite pompe. Je trouve que c'est un très bon adjuvant aux exercices d'extension cervicale. Tous ces exercices et explications vous sont donnés à titre indicatif. Si vous voulez savoir s'ils vous conviennent, je vous conseille de consulter un thérapeute ou votre médecin. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur Educa Santé.